Avant de commencer, je tiens juste à apporter quelques correctifs. Je ne fais plus partie du barreau d'Alger. Je l'ai quitté, ça fait plus d'une année. Et donc maintenant, je suis en Belgique, dans le tableau B du barreau de Bruxelles. Aussi, je n'ai pas été en prison, sauf pour rendre visite à mes détenus. Donc, mais j'étais arrêté plusieurs fois. J'ai failli être emprisonné le 7 avril 2019, si ce n'était que tous les avocats d'Algérie avaient observé une grève illimitée et menacé qu'ils n'arrêteront jamais la grève si on me met en prison. Et donc, ce qui fait que les responsables de la justice aranéenne avaient renoncé à mon arrestation. Ils ont substitué ça pour quelque chose qui était pire qu'une arrestation, un contrôle judiciaire 3 fois par semaine à 600 km de chez moi. Bon, ça c'est juste pour apporter la précision. Pour parler de ce qui se passe en Algérie, moi avant de partir, parce que j'avais subi une agression le 9 septembre à l'Arme Blanche, à Ardea, qui m'a obligé à quitter forcé le pays. J'ai participé à 29 marches, dont 3 en dehors d'Alger, et j'étais l'avocat de certains détenus, et notamment Nakhtar Bourga. Et c'est par là que je veux commencer. Quand je lui ai rendu visite, j'étais en grève de la faim. Quand je suis allé voir Nakhtar Bourga, j'étais en grève de la faim. Je crois que j'étais à mon 20e jour ou 21e jour. Et je l'ai vu à la prison de l'Haraj. Il était encore à la prison de l'Haraj parce qu'aujourd'hui il est à l'hôpital de Mustafa Bacha. Et je lui ai dit, je pensais quand je suis venu le voir, je pensais que j'allais vous remonter le moral. En fin de compte, c'était lui qui nous a remonté le moral. Et il l'a fait de très belle manière. Il m'a dit, il faut dire aux jeunes qui sont dans la rue qu'on va contaminer toute la région. Ce n'est pas une révolution qui va s'arrêter en Algérie, mais c'est une révolution qui va toucher toute la région. C'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Ce sont les peuples qui vont décider de prendre réellement les destinées de leurs affaires, et ça sera, il l'a dit en d'autres termes, mais c'est ce que j'ai compris moi, ça sera la démocratie directe, c'est le déclenchement du processus d'une démocratie directe qui va prendre peut-être plusieurs décennies pour se globaliser un peu. Il m'a dit ça, et donc j'ai essayé de transmettre ça à chaque fois que je suis appelé à communiquer sur ce qui se passe en Algérie. Alors, à l'intérieur de ce qu'on appelle Hirak, cette révolution, il y a 2 choses qui m'ont vraiment fasciné. La première, c'est la simplicité, des messages simples, directs et très forts, pas trop philosophiques, pas beaucoup d'analyse, mais quand vous sortez le vendredi et que vous marchez, vous voyez que des gens, vous voyez des jeunes dire des slogans tels que Madaniya Machi Askaria, l'état civil pas militaire, on ne veut plus des généraux. Bon, ça tourne toujours, c'est 80%, c'est un état civil, pas un état militaire. Et aussi l'état d'esprit des gens qui sont très heureux de faire ça. Ce n'est pas des gens qui sont stressés ou qui se sentent vraiment... voilà. Même ceux qui sont arrêtés, ils ne sont pas dans un état, quand on les voit dans la prison, ils sont heureux. Je dirais même qu'il y a des gens qui cherchent à être arrêtés. Et réellement, parce que c'est devenu un honneur d'être arrêté pour son opinion.
il y a des jeunes qui voudraient bien faire l'expérience d'être avec les gens qui sont arrêtés pour leur opinion. Bien sûr, ça dépend des prisons en Algérie. Moi, je connais quelque chose. Les gens qui ne connaissent pas les prisons peuvent effectivement souhaiter d'être arrêtés, d'être mis dans une prison, mais les prisons en Algérie, ce n'est pas toutes des prisons. Je dirais même, il n'y a peut-être presque pas de prison qui respecte la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle que dès que vous parlez de prison en Algérie, moi je suis poursuivi parce que j'ai parlé de ce qui se passe dans les prisons. La première affaire, j'ai été jugé, je suis condamné à 1 an de prison ferme parce que j'avais dit qu'à la prison de Gherdaya, on tabasse les détenus et que à la prison de Gherdaya, il y a des violences sexuelles commises contre certains détenus par d'autres détenus et que la direction de la prison ne fait rien pour empêcher ça. Et ça m'a valu une poursuite et chargé par d'autres accusations montées de toutes pièces que j'aurais remis un ordinateur qu'ils n'ont jamais apporté, malgré qu'ils ont écrit dans la procédure qu'ils ont saisi cet ordinateur, et j'aurais introduit un livre et des journaux, je ne sais pas quoi, et diffamation, etc. Mais l'accusation principale, c'était parce que j'avais déclaré qu'il y a des agressions sexuelles et de la torture à l'intérieur de la prison de Gherdaya. Ce régime qui est là depuis 1962, au fait, c'est quoi? C'est rien d'autre que la substitution du régime colonial par un régime qui faisait les mêmes pratiques, mais en arabe. Au lieu que ça soit fait en français, c'est fait en arabe. C'est tout, c'est la seule différence. Pourquoi je dis ça? Parce que on a hérité du même système de découpage administratif conçu pour un État jacobin. J'ai un ami qui me dit que le système d'État français est l'un des plus mauvais au monde, mais le système algérien, c'est une photocopie de très mauvaise qualité du régime français. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, c'est déjà une photocopie de mauvaise qualité. On y a ajouté toutes les imperfections qu'on pouvait inventer en Algérie. Donc, il y a ça, qui est toujours là, qui n'a pas changé. Il y a un système de justice copié sur le modèle français aussi, qui convient certainement pas aux Algériens, parce que c'est une autre sociologie, c'est une autre mentalité. Et même chose comme le modèle de l'État, une copie de très mauvaise qualité du système de justice. Alors, ajoutez à cela le fait que la justice n'est pas indépendante, c'est le téléphone. Fakhar, quand il lui a dit le juge, il cherchait à le coincer il n'y avait rien dans son dossier, la première accusation. Il cherchait à le coincer, il lui dit, bon là tu dis, le juge a un téléphone, ça veut dire quoi? Ben, il lui a dit, ben, tu as un téléphone, je le vois, il est là. C'est tout ce que je veux dire, que vous avez un téléphone. Et le juge lui dit, non, non, tu veux dire autre chose. Le frère lui dit, dites-moi ce que je veux dire alors. Vous voulez dire autre chose, moi je dis que vous avez un téléphone, c'est tout. Je n'ai pas dit plus que ça. Mais tout le monde sait qu'en Algérie, la justice, c'est avec le téléphone. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve parce que je suis obligé moi, j'ai l'habitude, quand je parle, d'apporter l'argument. C'est l'avocat, c'est comme ça, arabe. Quand je dis l'idée, j'apporte l'argument, j'apporte la preuve un peu. Le 7 avril, j'étais arrêté à Alger. Je savais que j'allais être arrêté. Et je refusais de partir à Gherdaya pour être arrêté à Gherdaya. J'ai dit, il faut qu'il m'arrête à Alger et qu'il me transfère à Gherdaya parce que je ne voulais pas que je
je savais que la police à Ardaya pouvait inventer beaucoup de choses. Je voulais être arrêté dans des conditions bien déterminées à Alger, que je sois transféré dans ces mêmes conditions à Ardaya, de sorte qu'ils ne peuvent pas ajouter d'autres choses. Je ne sais pas, ils peuvent me coller n'importe quoi. Quand j'étais arrêté à Ardaya et transféré à Alger, j'étais arrêté et transféré à Ardaya en moins de 24 heures, chose qui ne s'est jamais passée. Ça devait prendre au moins une dizaine de jours. L'Union nationale des barreaux d'Algérie avait tout de suite fait un communiqué pour dire que Maître Dabbouz est arrêté. Nous dénonçons et nous décrétons la journée du 9 avril, on était donc le 8, je suis arrivé à Ardaya le 8, comme une journée de grève. S'il est mis en prison, on ne va pas reprendre le travail jusqu'à ce qu'il soit relâché. Et donc, un cadre du ministère avait appelé le tribunal, il leur a ordonné de le libérer. Et le procureur général qui était derrière toute cette histoire, je reviendrai si vous voulez une autre fois parce que c'est une longue histoire sur ça, de Ardaya, avait mal pris ça parce qu'apparemment il aurait promis à certains, je ne sais qui, une arrestation et un emprisonnement. Donc il était contraint par un ordre qui venait du ministère de me libérer, ou plutôt de ne pas m'emprisonner, parce que ce n'était pas lui qui devait décider, c'est le juge d'instruction qui était sous l'influence du procureur général. Il avait très mal pris ce coup de téléphone et il a commis la faute d'avoir fait un communiqué, et dans le communiqué, il dénonçait justement un coup de fil qui arrivait du ministère. Et donc aujourd'hui, nous avons la preuve. Et moi, j'ai dénoncé tout de suite après ma libération, j'ai vu le communiqué, une chaîne de télé m'a appelé, j'ai dit je dénonce qu'un cadre du ministère appelle pour me libérer, et je dis au procureur, au juge d'instruction, que s'il devait m'arrêter, je suis prêt à revenir pour m'arrêter. Mais je demande au procureur général de poursuivre ce cadre en justice parce qu'il a influencé la décision de justice. Et s'il ne le veut pas, c'est moi qui va le poursuivre. Et donc, j'ai déposé une plainte, elle n'a pas été acceptée. Donc aujourd'hui, nous avons un communiqué officiel du procureur, de l'ex-procureur général, parce qu'il est relevé de ses fonctions après, qui dit qu'ils reçoivent des coups de fil. Et que ces coups de fil, c'est des ordres administrés au juge d'instruction. Donc, il dénonce ce coup de fil parce qu'il le dérangeait. Et moi, j'avais dit, le procureur dit que ce coup de fil disait « il faut libérer Dabbouz », mais qui nous dit que ce n'était pas un coup de fil pour dire « il faut mettre Dabbouz sous contrôle judiciaire 2 ou 3 fois par semaine ». Moi, maintenant, c'est une parole contre une autre. Donc, il faut ouvrir une information judiciaire pour savoir qui a téléphoné, pourquoi, et voir le juge d'instruction sous quelle influence il travaille. Et d'ailleurs, ce même juge d'instruction, parce que j'étais sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine, je me déplaçais à Ardaya pour signer, et à un moment donné, j'ai fait une grève de la faim parce que, pas pour le contrôle judiciaire, pour un déni de justice. Et donc, il y a eu une pression qui s'exerce sur lui, et sur le gouvernement même, par des instances internationales. Et donc, il recevait d'autres coups de fil pour lui dire il faut, parce que pour lever le contrôle judiciaire, il faut faire une procédure. Et donc, la procédure qui est restée, c'était de m'entendre, au fond, ce qu'on appelle m'entendre sur un PV, au fond, parce que j'étais co-accusé avec Fra. Et donc, à chaque fois qu'il demandait de m'entendre, je lui dis d'accord. Il prenait son ordinateur avec son greffier, il commençait la première question, je lui dis non, monsieur le juge, avant de poser une question, je vous fais d'abord une déclaration, et puis après, vous posez toutes les questions que vous voulez, moi je vais refuser de répondre. Il me dit oui, d'accord, c'est quoi la déclaration? Je lui dis je refuse de subir une instruction dans votre bureau parce que vous êtes sous influence du téléphone, soit du procureur général ou du ministère, j'ai une preuve. Notez ça dans mon PV et posez toutes les questions. Il refusait bien sûr, à chaque fois, 3 fois.
Il me dit à chaque fois, il me dit, mais ça c'est difficile. Je lui dis, c'est ma déclaration, après vous faites ce que vous voulez, dites c'est pas vrai, dites ce que vous voulez. Mais là, si vous refusez de cautionner ça dans mon PV, vous prouvez par vous-même que ce que dit le procureur général est vrai. Et bien sûr, il n'a jamais ouvert cette instruction avec moi. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'à l'occasion de cette affaire, je suis condamné aujourd'hui par ce même tribunal à 18 mois de prison ferme. Donc maintenant, je collectionne, j'ai 1 mois de prison ferme et j'ai 18 mois de prison ferme et j'ai normalement une 3e affaire en instance. Bref, tout ça pour dire que nous avons un système de justice mal conçu et gangréné par des pratiques qui ne sont pas du tout non seulement légales, mais je dirais même on dit en arabe, c'est-à-dire immoral. Tout le monde parle de la corruption, de ses influences. En Algérie, pour avoir un jugement correct, il faut que vous soyez 2 adversaires qui n'ont aucune influence sur le juge et que l'un des 2 adversaires ne soit pas l'État. C'est-à-dire 2 citoyens pauvres qui n'ont pas d'argent, qui se disputent et qui tombent sur un bon juge et peut-être de bons avocats. En ce moment-là, on peut peut-être avoir une bonne décision de justice. Mais sinon, et parfois ils nous sortent ça, ils nous disent, regardez ça, c'est une très bonne décision de justice. Oui, mais elle échappe à tous les facteurs d'influence. Et en plus, elle tombe entre les mains de juges compétents et peut-être aussi d'avocats compétents qui sachent faire montrer. Mais en ma qualité d'avocat qui a pratiqué plus d'1 décennie en Algérie, je vous dis que c'est vraiment rare. Je ne peux pas donner un pourcentage, mais c'est très rare. Il m'est arrivé de voir des décisions de très bonne qualité, mais c'était dans des conditions comme ça. Le 3e point très important qui a suscité ce soulèvement, c'est les pratiques coloniales. C'est-à-dire le régime colonial, il gérait la société par des pratiques de restriction, pas de dialogue. C'est les mêmes pratiques que le régime algérien, depuis 1962 à aujourd'hui, applique à la société. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il y ait changement. Et le régime, et je ne vous cache pas, même beaucoup de gens qui sont dehors, ils savent qu'il faut un changement radical. Mais peut-être qu'il faut des gens pour expliquer ça. Quand vous leur dites c'est quoi le changement radical que vous cherchez, il y a certains qui vous disent mais c'est quoi, moi je suis à Tamarasset, pourquoi ils me font une loi à Alger et moi c'est pas une loi qui est conçue pour moi. Donc vous trouvez qu'il est en train de parler d'un découpage administratif qui ne convient pas aux Algériens. C'est pour ne pas verser dans fédéralisme, autonomie, etc. Je dis d'une façon objective comme ça. Et quand vous allez voir un autre, vous lui dites, il vous dit, écoutez, moi, j'ai eu telle affaire en justice, on m'a vraiment maltraité, c'est pas de la justice, c'est injuste. Et vous trouvez qu'il y a un problème de justice, effectivement. Et moi, d'ailleurs, je trouve vraiment... C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et je me dispute souvent avec les procureurs et les procureurs généraux en pleine audience. Et parfois même les présidents, je me dispute avec eux. C'est pas toujours, hein. C'est 4 ou 5 fois que ça m'est arrivé pendant toute ma carrière. Ça me révolte qu'un procureur qui est adversaire, il se trouve à côté du juge, il donne des ordres, que moi je suis avocat, je me trouve en bas et j'attends que le juge me permette d'intervenir. Il faudrait que le procureur soit assis à côté de moi, il faudrait qu'il se comporte comme moi. C'est pas normal, j'ai vu des procureurs donner des ordres au juge, carrément. Et vous avez des greffiers qui sont là au moment d'audience, les débats se passent à l'audience, ils ramènent une pile de dossiers, ils sont en train de faire le travail du bureau pour gagner du temps. Et ils notent dans la feuille d'audience, je
ne sais pas ce que le juge permet, alors que c'est le premier témoin. Quand je vais en pourvoi de cassation devant la Cour suprême, la loi dit que le juge prend sa décision à la base de ce qui se passe pendant l'audience. Pas des travaux de préparation, que ce soit les PV de police ou les PV je pense que les PV de police ou les PV de juge d'instruction, etc. Ça, c'est un titre indicatif. Mais le plus important, c'est ce qui se passe et ce qui se dit à l'audience, alors que tous ces débats ne sont pas cautionnés, sauf pour dire, vous allez trouver dans des jugements, la défense a plaidé, elle a requis la relaxe. Alors que ça nous a pris peut-être presque 1 heure de plaidoirie. Ce n'est jamais cautionné. Vous pouvez avoir des choses très graves qui se passent à l'audience, qui peuvent servir pour un pourvoi de cassation. Un détenu qui peut reconnaître quelque chose, ça peut ne pas être cautionné. Et donc, ce n'est pas normal qu'il y ait un greffier qui soit présent et qui ne note pas et qui n'ait pas les moyens. Nous avons les moyens technologiques. On peut filmer toutes les audiences sous contrôle d'un huissier judiciaire et on peut tirer les passages qui nous plaisent si on le voulait. Donc ça c'est, j'appelle ça l'esprit de la justice. Ce n'est pas de me parler aujourd'hui, de me dire, écoutez, bon, le Haut Conseil de la magistrature est présidé par le président de la République, on va mettre le premier président de la Cour suprême comme président du Haut Conseil de la magistrature et vous pouvez appeler ça justice indépendante. Non, c'est pas ça la justice indépendante. C'est pas le fait d'être un zgbati sous les ordres d'un Gaïd Saleh et mettre Ouihia et je sais pas qui en justice. Et pour vous dire, vous voyez, il a même mis Toufiq et Ouihia et Sildel, je sais pas, il y a, je crois, la moitié du gouvernement, ils sont en prison. Et il y a des gens qui sont venus me dire, vous pouvez faire ça, Gaïd Saleh l'a fait. Mais la question, c'est pas de mettre des gens qui sont puissants, parce que celui qui les met, il est plus puissant. La question, c'est que le simple citoyen ait la possibilité de déposer plainte, même contre Gaïd Saleh. Aujourd'hui, Ouihia est en prison. L'autre, comment il s'appelle, Louh, ex-ministre de la Justice. Ce sont 2 ex-ministres de la Justice qui sont déjà en prison. Et ça indique beaucoup. Quand vous avez déjà 2 ministres de la Justice, c'est déjà une reconnaissance que cette justice est ruinée. Même s'ils sont en prison, ils sont en prison sur ordre de Gaïd Saleh. Si vous osez déposer des plaintes contre eux, elles ne sont pas recevables. Elles ne sont pas recevables. Moi, j'ai déposé plainte contre le Walid Rdaya, le procureur général, pour l'affaire de Frak. Le juge d'instruction a tout simplement dit « Je refuse d'ouvrir une instruction avant même de contre... » Parce que moi, j'ai déposé plainte pour meurtre contre Frak. Il n'avait même pas... Ce juge d'instruction, il n'avait même pas... Je lui ai dit ça en face. Je lui ai dit « Vous n'avez même pas vérifié si Frak était mort ou vivant. » Vous avez entendu dans la presse, est-ce que vous êtes allé à l'état civil pour voir s'il est vraiment mort? Est-ce que vous avez cherché le rapport d'autopsie pour voir comment il est mort? Il n'a même pas identifié les plaignants. Il n'a même pas convoqué la liste de personnes, 7 ou 8 personnes qui ont déposé plainte pour savoir si c'est vrai, Madame Zahira Frak, elle existe ou pas, ou si elle existe, c'est la femme de M. Frak Emeldine ou pas, et l'autre c'est sa mère ou pas. Il n'a même pas fait une enquête préliminaire, alors qu'il s'agit d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Et pour une accusation de meurtre, le code de procédure pénale dit que l'information judiciaire est obligatoire. Et donc, devant une situation comme ça, vous pouvez trouver un juge d'instruction qui vous renvoie un refus comme ça, sans vérifier. Et vous pouvez trouver une chambre d'accusation qui vous confirme cette décision. Mais cette chambre d'accusation, elle refuse même de prendre ma requête en appui de l'appel. Et c'est pour ça que j'ai déclaré une grève de la faim. C'est-à-dire, on est allé, quand je suis allé déposer mes conclusions, la greffière m'a dit, Maître Dabouz,
sur instruction du président de la Cour, on ne doit pas prendre votre requête. Oui, d'accord, écrivez-moi ça sur un papier. Non, on vous le dit verbalement, on ne le prend pas. Reprenez votre requête. J'ai dit, bon, je la laisse sur le bureau. Si vous voulez la mettre à la poubelle, mettez-la à la poubelle, mais moi je fais une grève de la faim jusqu'à ce que cette histoire soit tirée au clair. Et je suis resté 31 jours en grève de la faim. Bref, c'est pour dire que toutes ces complications, c'est vraiment une machine grippée qui ne fonctionne pas du tout. Si les gens continuent à faire semblant de vivre en Algérie, c'est parce qu'il y a de l'argent, il y a du pétrole, c'est tout. On pompe et on distribue, sans effort. C'est pour ça, une fois, j'ai dit que ce statu quo, il arrange beaucoup de gens aussi. Il faut être honnête, il faut être franc. Il y a beaucoup de gens en Algérie qui tirent profit de cette situation, même s'ils ne sont pas responsables. Il y a des jeunes qui bénéficient de prêts bancaires qui ne sont pas obligés de rembourser. Ils ont même vu un Premier ministre leur dire « Prenez l'argent de l'ANSEJ et vous pouvez même vous marier avec, ne vous inquiétez pas. » Celle-là, il l'avait dit, il l'avait déclaré. Et vous avez toute ce qu'on appelle la famille révolutionnaire qui bénéficie d'avantages comme ça, qui peuvent aller jusqu'à 20 à 30 fois le SMIC, juste parce que vous avez un titre de fils de shahid, ou de veuve de shahid, ou même de fils de moujahid, et maintenant même les petits-fils de moujahid. Et vous avez en plus de ça l'avantage d'être prioritaire dans la décision politique. C'est-à-dire que vous êtes consulté avant tout le monde et votre avis passe avant tout le monde. C'est carrément le premier collège. Donc tout ce système, c'est en fin de compte, c'est quoi? C'est une reproduction du système colonial. Ajoutez à cela un facteur, c'est en quelque sorte ce que disait c'est Tahal, mais je vais le dire autrement. Moi j'ai dit que ceux qui ont fait la révolution, ils ont eu le génie de chasser le pouvoir, le régime colonial de l'Algérie par des actes de sabotage, y compris sur le plan militaire. C'était des actes de sabotage partout. Et tout le monde faisait ça. Des gens qui faisaient des opérations militaires, que ce soit des embuscades ou que ce soit des attentats. Et le peuple était complice, il camouflait, et puis celui qui était fonctionnaire, je me souviens de Mohamed Boudiaf, disait « Moi j'étais fonctionnaire, quand je pouvais ne pas percevoir un impôt frauduleusement, je le faisais. » C'était un sabotage, un acte de sabotage. Seulement ces gens-là, et les gens qui sont venus après, pensent qu'ils peuvent construire un pays avec des actes de sabotage. Alors, depuis 1962, on ne sait que saboter. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a des actes de sabotage qu'on a eu comme ça pour... voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la révolution marche très bien. Parce qu'on est à la phase de saboter le régime. Et on le fait très très bien. Voilà, donc, je ne vais pas m'étaler trop sur ça. Je laisse la parole maintenant à la salle si vous avez des questions.